Le basket est un sport élégant, un sport où la balle est maniée à la perfection, où les mouvements, les passes, les dribbles et les shoots sont réfléchis. Évidemment, la NBA ne fait pas exception, bien au contraire, et regarder un match de la Ligue américaine, c'est regarder de véritables artistes. En apparence, un beau spectacle donc. Mais derrière cette élégance, parfois, voire même souvent, peut se cacher une autre chose, moins joviale, l'autre côté de la pièce. Car le basket est également un sport très rude. Sur le plan physique, oui, mais également sur le mental. On peut se faire bousculer, se faire insulter, être poussé jusqu'à ses derniers retranchements, et ne nous y méprenons pas, ce vice est loin d'être inutile. Il offre même un certain luxe à ceux qui savent le manier, celui de rentrer dans la tête de son adversaire, de petit à petit déconstruire son jeu. Cet art, c'est celui du trash talk. Et parmi ces artistes comptent les plus grands. Michael Jordan, Larry Bird, Isaiah Thomas, Gary Payton et bien d'autres. De véritables légendes. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire avec le dos de la cuillère et on va directement parler d'un des plus grands trash talkers de l'histoire. Celui qui très souvent est allé bien trop loin et a totalement zappé la morale. Kevin Garnett, un véritable cauchemar pour n'importe qui dans la ligue, même ses propres coéquipiers. Mais en plus de ce qui peut sortir de sa bouche, il est également un basketteur exceptionnel. Aujourd'hui, sur le lueur de NBA, on parle d'un parcours inspirant et original. On va direction les années 90 et 2000 à la découverte de l'antagoniste ultime de la NBA, le Big Ticket, Kevin Garnett. For anybody. Oh! The house throwing it up. Kevin Garnett. Number 3, Garnett in the air, gets it to go. Porter back to Garnett. Oh, and Howard and Garnett getting into it. He's stepping up going to that. Garnett holds it down and he technical foul. The floor, step with a drive. Oh! Pierce has a step, drops to the trailer. Garnett. Positions for Sacramento. Fouls, he would not get that third. It's back to back. And now David West throws a little shove to Garnett. Drive for this one and throw it home. Alley-oop back to Kevin. Oh! C'est le 19 mai 1976 que naît Kevin Maurice Garnett en Caroline du Sud. Son enfance, il la passera avec sa mère et un peu avec son beau-père. Son vrai père, lui, n'est pas du tout présent. Et l'enfance de ce gamin de Caroline du Sud se fera en 2 étapes. D'abord, la famille vivra dans un quartier défavorisé, chose qui ne plaît pas du tout à la mère de Kevin, Charlie Garnett. Elle qui met un point d'honneur à ce que ses enfants soient modèles et ne tombent pas dans les vices de la rue. Alors assez tôt, dans sa jeunesse, la famille Garnett déménage dans un quartier moins défavorisé. Là-bas, Garnett et ses frères et sœurs seront moins tentés par la violence, mais ils connaîtront de manière accentuée le racisme. Mais s'il y a bien une chose qui va profiter à Kevin dans ce changement, c'est la découverte du basketball. Dans son nouveau quartier, les gamins adorent le basket et la NBA, et Kevin va les suivre. Il se prend également de passion pour ce sport, surtout que c'est un moyen pour lui de se défouler. Lui, qui jeune, est déjà assez impulsif. Il joue avec les jeunes de son quartier et adolescent, il a ses premiers joueurs préférés de la NBA, Magic Johnson évidemment, mais également Mark Sealy et Kenny Anderson. En plus, Garnett grandit super vite et ça lui permet de s'améliorer super vite au basket et de s'imposer sur les playgrounds. Le seul frein, à ce moment, c'est sa mère, qui n'est pas fan que son fils soit aussi proche du basket, et ça oblige Kevin à jouer discrètement, sans rien dire à sa mère. Et au lycée, il s'inscrit même en cachette à l'équipe de basket. Sauf qu'un jour, il finit par se faire cramer. La fin de sa passion donc. Pas du tout, car quand Charlie va voir jouer son fils, ce qu'elle voit, c'est qu'il est heureux, passionné et qu'il domine. Et à ces moments, c'est désormais sûr, pour lui, Kevin Garnett veut percer dans ce sport. D'abord, à Moldine, il domine et commence à se faire un nom. Il aura juste des soucis avec le tribunal à cause d'une bagarre entre élèves afro-américains et blancs, dont il serait acteur, considéré par la justice comme un parfait moyen de montrer l'exemple. Un peu comme Iverson avant lui, mais il finira par être lâché. Et après ça, tout va s'enchaîner pour lui. D'abord, il excelle dans un match d'exhibition de Nike, puis il change de lycée. C'est notamment sa mère qui le force à le faire, influencé par l'affaire de son fils avec la justice et ses mauvaises fréquentations. Et désormais, c'est au lycée de Farragut que Kevin Garnett jouera au basket, à Chicago, bien loin de la Caroline du Sud. Ce déménagement, il ne va pas le vivre de la meilleure des manières, et sur le plan personnel, ça sera un peu compliqué. Mais côté basket, il va exploser et montrer tout l'étendue de son talent. 25 points, 18 rebonds, 7 passes
et 6 comptes de moyenne, des statistiques stratosphériques. Il surnage totalement et est nommé meilleur joueur de son état pour la saison 1995. Il montre une énergie phénoménale sur le terrain et évidemment, il est convoité par les meilleures universités du pays. Maintenant, il est temps pour lui de se faire encore plus connaître là-bas. Enfin ça, c'est si on oublie une chose, il va se passer un événement qui va totalement chambouler la trajectoire de Kevin Garnett. Car à cause de ses résultats scolaires et l'échec de son examen, il est impossible pour lui de rejoindre un cursus universitaire. Et là, c'est un rêve qui s'effondre. Sans université, comment va-t-il pouvoir faire pour rejoindre la NBA? Eh bien, il va pas passer par quatre chemins et faire quelque chose de rarissime en NBA. Il s'inscrit à la draft directement en tant que lycéen. Un choix ultra radical. 10 ans plus tard, beaucoup de joueurs ont fait ce sprint, comme par exemple Kobe Bryant, Tracy McGrady, LeBron James ou Dwight Howard. Mais à ces moments, c'est ultra rare. Le dernier à l'avoir fait était Moses Malone, 20 ans en arrière. Et il y a des doutes sur Garnett. Alors à votre avis, comment il peut faire pour les faire disparaître? Eh bien, c'est assez simple au final. Car avant la draft de 95, Garnett s'est déjà à maintes reprises montré à des entraînements. On raconte même que lors d'un entraînement à Chicago, sous les yeux de Kevin McHale, Pat Riley et Isaiah Thomas, il a impressionné, sans parler des entraînements pré-draft, où il a également montré tout son potentiel. Et au final, ce choix totalement fou de vouloir être drafté si jeune commence à se concrétiser. Alors voilà, draft 1995, quelles sont les équipes intéressées? Il y en a plusieurs, certes, mais une ressort plus particulièrement. Les Minnesota Timberwolves, eux, qui ne sont NBA que depuis 5 saisons, veulent ajouter du piment à leur équipe. Tu m'étonnes, ils n'ont encore jamais fait les playoffs, sont depuis leur création l'une des pires équipes de la ligue et ont bien besoin d'aide pour construire une équipe compétitive. Et surtout, ils veulent trouver leur visage, leur première vraie star. Et c'est comme ça qu'avec le pick 5 de la draft, ils sélectionnent Kevin Garnett. With the 5th pick in the 1995 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Kevin Garnett from Farragut Academy in Chicago. Évidemment, c'est historique pour Garnett, qui à ce moment fait partie des rares joueurs draftés directement du lycée. Et en plus, avec cette équipe des Wolves vraiment pas ouf, il aura la place de se montrer. Maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est se dévoiler à la NBA. Et nous y voilà, c'est parti, les débuts en NBA de Kevin Garnett. Alors comment il sera? Eh bien, dans cet effectif des Wolves, toujours aussi mauvais, Garnett, lui, va donner de l'espoir. 10 points, 6 rebonds, 1,5 compte de moyenne et un profil d'ailier rare dans la NBA de cette époque. Un ailier super grand et long et qui shoot, un prototype du futur. À vrai dire, il mettra du temps avant d'être titulaire. C'est avec l'arrivée de Flip Saunders au coaching qu'il va définitivement être le titulaire à l'aile. Car le coach est totalement fan de Kevin et le trouve très prometteur. Côté match, il va se faire remarquer plusieurs fois. En février, il lâche 20 points contre les Bulls. Bon, par contre, il va avoir la super idée de bâtir sa longue carrière de trash talk en glissant des mots doux à Michael Jordan. Résultat, les Wolves perdent le match et Jordan en plante 35. Mais plus tard, il y aura une performance référence, 33 points contre les Celtics, suivi, le mois d'avril, par 3 matchs à plus de 20 points. Alors oui, il n'est pas un rookie flamboyant qui laisse penser un futur de superstar, mais on voit quand même un gros potentiel. Lui qui est à ce moment le plus jeune joueur de toute la NBA, du haut de ses 19 ans. Et surtout, il met énormément d'énergie sur le terrain. Bref, celui qu'on appelle The Kid, pour sa précocité, offre une excellente saison rookie. Tout ce qu'on attend, c'est de la progression. Surtout que les Wolves ont encore proposé une bien mauvaise saison, 26 victoires, 13e de l'Ouest. Mais pour une fois, de l'espoir. Car avec toute la place dans cet effectif, si Garnett arrive à se dévoiler en star, il pourrait devenir la première vraie étoile de l'histoire de sa franchise et commencer une belle épopée dans la meute. Ça serait incroyable. C'est exactement ce qu'il va faire. Pour la saison 97, il y a du changement dans l'effectif des Wolves. Et ce qu'on peut surtout noter, c'est l'arrivée de Stephen Marbury, récupéré à la draft par les Loups. Un jeune meneur star qui va former un duo de feu avec Garnett. Et évidemment, notre protagoniste va se révéler. En 97, il tourne à 17 points, 8 rebonds et 2 comptes de moyenne, avec une défense toujours plus agressive et une énergie plus débordante sur le terrain. Par exemple, regardez ce poster énorme sur Nick Anderson et d'autres dunks incroyables. D'ailleurs, il a une polyvalence super rare pour la NBA de l'époque, surtout pour son poste, et son duo avec Marbury est tellement excellent qu'ils vont bâtir la première brique de cette histoire.
il les emmène les Wolves en play-off avec une 6e place de l'Ouest. Évidemment, les Rockets ne vont leur laisser aucune chance, 3-0, mais c'est une belle récompense et un super accomplissement, surtout pour cette franchise. Et un accomplissement encore plus fou pour Garnett, c'est qu'il va déjà être nommé pour le All-Star Game à 20 ans. It's the youngest man since Magic Johnson to make an All-Star team. Kevin Garnett. He's 20 and he's going on 21. He's in the NBA. Hey, Dad. Since he was 13, man. Oh, watch, he's about to have a show, man. I'm trying to tell y'all. Et il va même y croiser son idole de jeunesse, Magic Johnson. Thanks, man. Okay, man. Don't wash his hands. Don't wash his hands for a long time. Allez, saison suivante. Il va encore progresser. 18 points, 10 rebonds, presque 2 interceptions et 2 contres de moyenne. Il devient même un des meilleurs défenseurs de toute la NBA. Et heureusement qu'il assure, car pour le garder, les Timberwolves ont sorti les grands moyens, car lui et son agent ont négocié un contrat de 126 millions de dollars sur 6 ans, une somme colossale, à ce moment la plus grande de la NBA. D'ailleurs, entre cet énorme contrat et son ascension en tant que star, qui rend les Wolves plus attractifs que jamais, il obtient le surnom aujourd'hui iconique The Big Ticket. Et à ce moment, il est une vraie superstar en NBA et est un véritable personnage médiatique de la ligue. Bien sûr, pour la deuxième fois de suite, il est au All-Star Game et les Wolves vont encore en play-off. Et même s'ils se font encore éliminer, cette fois par les Sonics, là, il y a beaucoup plus de résistance. Ils perdent 3-2. Et pour cette franchise, aller 2 fois de suite en play-off, c'est déjà énorme, surtout qu'ils ont pris les premières victoires de leur histoire. Et maintenant, on peut le dire, les Minnesota Timberwolves ont trouvé leur visage, Kevin Garnett, et ils peuvent enfin espérer aller plus loin encore, et pourquoi pas, un jour, dominer. À l'été 1999, la NBA rentre en lockout. Le syndicat des joueurs veut renégocier ses contrats et ça, c'est en grande partie dû à l'énorme contrat de Kevin Garnett un an auparavant. La saison prendra pas mal de temps à commencer donc et sera très courte. Et alors, comment il sera The Big Ticket ? Bon, comme d'habitude, il progresse. Mais là, ça devient vraiment énorme. 21 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres de moyenne. Les statistiques sont énormes, il est encore All-Star, sera All-NBA First Team, All-Defensive Second Team et il connaît alors une ascension phénoménale, aussi médiatique que sur le jeu. À l'époque, regarder un joueur aussi polyvalent, trop grand et physique pour les ailiers et trop technique et mobile pour les intérieurs, c'est ultra rare, voire même inédit. Bon, par contre, malgré l'énorme domination de Garnett sur le plan individuel, les Wolves finissent avec 25 victoires pour 25 défaites. Un bilan qui les place à la 8e place de l'Ouest. Pourquoi ? Déjà, Tom Gugliotta est parti du côté des Suns. Et en plus, Stephen Marbury a décidé de mettre un coup dans le dos à Garnett et demande son transfert pour les Nets. Une décision très mal vue pour le jeune ailier. Et c'est retour à la case départ pour Garnett, qui joue à nouveau dans un effectif vraiment pas ouf. Mais il fait ce qu'il peut et donne encore une énergie folle sur le terrain. D'ailleurs, à ce moment de sa carrière, il s'est déjà bâti une réputation de gros trash talker. Et parfois, il va beaucoup trop loin. Cette saison, en play-off, alors que les Wolves jouent les Spurs, futurs champions, et ils vont évidemment se faire détruire, Garnett souhaite une bonne fête des mères à la jeune star texane, Tim Duncan, sa mère étant morte dans sa jeunesse. Un trash talk tout simplement honteux qui n'empêchera pas Duncan, dans toute sa classe, de le détruire sur le terrain, plutôt que de se laisser distraire. La saison suivante, en 2000, les Wolves vont pas s'arranger sur le plan collectif. Tu m'étonnes, ils ont eu la merveilleuse idée de déclarer des faux petits contrats à Joe Smith pour arranger leur flexibilité, ce qui évidemment est illégal, et quand ils vont se faire cramer, ils pourront dire au revoir à 3 de leurs 5 futurs first picks. Une grosse sanction qui nuit à nouveau à leur développement. Bon, par contre, Garnett, lui, il déçoit pas. Au contraire, il trouve le moyen d'encore progresser. 23 points et 12 rebonds de moyenne, une domination folle et même un premier match à 40 points contre les Celtics, qui représente bien son style de jeu. Des dunks, du mid-distance, du 3 points. Il y aura même un énorme triple-double. 22 points, 15 rebonds, 10 passes et 7 interceptions contre les Hawks. Également 26 points, 23 rebonds et 7 passes contre le Magic. Et encore 38 points et 6 contres dans une victoire en prolongation contre les Nets. Et des matchs comme ça, il y en a plein cette saison. Surtout qu'en plus de son talent, sa bouche commence de plus en plus à agacer les défenseurs, qui le trouvent insupportable avec son trash talk. Et au final, il est un nouveau star, sans surprise, dans la All-NBA First Team et même deuxième au vote du MVP. Par contre, avec leur 8e place de l'Ouest, les Wolves se font atomiser en play-off, mais c'est à nouveau un échec collectif pour Garnett et sa meute. Et enfin, en 2001,
pareil que les 2 saisons précédentes. Une domination folle de Garnett, qui avec ses 22 points, 11 rebonds et 5 passes de moyenne, sera à nouveau dans le débat du MVP et également deuxième pour le Depoy. Avec la All-NBA Second Team, le All-Star, bref, individuellement, il excelle, mais à nouveau, les Wolves sont 8e de l'Ouest et se font sortir dès le premier tour par les Spurs. Et d'ailleurs, les duels entre ces deux îles forts, pas si loin au niveau, mais à des années-lumière en termes d'humilité, commencent à devenir assez hype. Et ça en devient limite insupportable. Garnett est excellent, il pose à nouveau une grosse saison et donne tout ce qu'il peut pour ce maillot. Mais il n'a encore jamais passé un tour dans sa carrière et a terriblement besoin d'aide. Car nul doute que si ça continue comme ça, avec un joueur aussi impulsif, ça pourrait vite s'envenimer avec le front office. Et pourtant, ça va continuer. En 2002 et en 2003, les Wolves vont encore être mauvais. Forcément, ils subissent les conséquences de l'affaire Joe Smith et les départs de leur ancien cadre. Mais en plus, sur le peu de pics qu'il leur reste, on peut pas dire qu'ils font mouche à la draft. Lauren Woods, Marcus Taylor, Ndudi Ebi, des choix terribles. Et c'est comme ça que pour encore 2 fois de suite, les Wolves se font éliminer au premier tour des playoffs. D'abord contre les Mavericks de Dirk Nowitzki, puis contre les Lakers de Kobe et Shaq. Pourtant, Garnett, lui, est à un niveau exceptionnel, surtout en 2003, avec une saison à 23 points, 13 rebonds, 6 passes de moyenne. Il tente tout pour faire gagner les siens, à l'image de ce buzzer beater contre les Clippers. Et à ces moments, c'est un jeune joueur 6 fois All-Star. Au-delà même d'être la première star de l'histoire des Wolves, il est l'un des visages de la NBA et finira même à nouveau 2e au vote du MVP, derrière Tim Duncan. Son niveau est incroyable, son énergie inégalée, et chaque soir, la plupart des joueurs qui défendent sur lui savent qu'ils vont vivre un cauchemar, autant sur l'aspect physique que mental. Mais Garnett reste un compétiteur, il est ambitieux, et nul doute que se faire éliminer pour la 7e fois de suite au premier tour, ça le met dans une grande frustration. Et l'échec de 2003 est encore plus dur à digérer, car les Wolves sortaient de la meilleure saison de leur histoire, avec 51 victoires, et étaient favoris face aux Lakers. Et on sent dans cette série, surtout dans le match 6, toute l'impuissance de Garnett, bien trop seul dans cette équipe. Il finira la série avec 27 points, 16 rebonds, 5 passes, mais au final, à ces moments de sa carrière, il doit se payer cette image de loser. Surtout quand à côté, ses concurrents, les Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki, eux, dominent leur conférence. Et si les Timberwolves, qui ont pourtant tout misé sur le prodige avec un contrat historique, veulent garder Kevin Garnett et enfin pouvoir vivre leur première réussite en play-off, ils vont devoir se bouger et aller chercher du renfort. Et heureusement, c'est exactement ce qu'ils vont faire. À l'été 2003, on y est enfin. Les Wolves vont aider Garnett, Latrell Sprewell, Sam Gasson, Ervin Johnson, Michael Oluokandi, des joueurs avec de l'expérience et du talent. Maintenant, l'effectif des Wolves ressemble à quelque chose. C'est le cas de le dire, car lors de la saison 2003-2004, ils vont finir avec 58 victoires, le meilleur bilan de leur histoire. Et ils sont premiers à l'ouest. Sprewell et son hustle, Sam Cassell, All-Star, tout ça, ça aide fortement. Mais le plus fou, cette saison, c'est Kevin Garnett. Il sera légendaire. 24 points, 13 rebonds, 5 passes, 2 contres. Et c'est pas les gros matchs qui vont manquer. 25 points et 21 rebonds contre les Bucks, 33 points et 25 rebonds contre les Kings, un triple-double à 35 points contre les Mavericks, 28 points et 7 contres face aux Pacers. Son art est à son sommet. Il atteint une domination physique et une polyvalence grandiose. Il est capable de prendre des tirs compliqués et incontrables, de faire des coast-to-coast et arracher l'arceau, dominer à l'intérieur et être un vrai mur en défense. Pour vous dire à quel point il est bon, cette saison, il est le joueur de la NBA avec le plus de points et de rebonds. Ça faisait depuis Bob McAdoo, il y a presque 30 ans, que ça n'avait pas été fait. Et même à la passe, pour un joueur de son poste, c'est juste révolutionnaire d'être aussi bon. Bien sûr, son hustle est toujours aussi énorme. Il hurle, provoque, est ultra physique, mais est aussi le leader vocal de cette jeune équipe des Wolves, en train de marquer sa propre histoire. Cette saison, ils seront champions de leur division, deuxième meilleure équipe de toute la NBA, une défense énorme, et après plus d'une décennie d'attente, ils ont enfin de la domination. Mais surtout, ils vont avoir leur premier MVP, car après une saison aussi dominante, le doute n'était pas permis, et Garnett était le most valuable player. Congratulations, 2003-2004 NBA MVP, Kevin Garnett. Un loup est officiellement le meilleur joueur de la ligue. C'est fou, surtout qu'avec 120 votes sur 123, Garnett n'était pas loin d'être le premier MVP unanime de l'histoire. Maintenant, il est le meilleur joueur de la ligue dans l'une des meilleures équipes. La suite, on la connaît, elle est évidente. Il est temps d'aller chercher ce titre.
Pour ouvrir leur playoff, les Wolves de Garnett vont s'opposer aux Denver Nuggets avec André Miller, Marcus Camby et le rookie populaire Carmelo Anthony. Mais forcément, eux qui sont 8e de conférence vont se faire détruire par la meute de Minnesota et surtout par Garnett. 26 points, 15 rebonds, 7 passes et 2 contres de moyenne sur la série. Et surtout, il fait parler tout son vice. Il parle, provoque, pousse. Dans un match, ça part en bagarre. Dans l'autre, il vient directement provoquer André Miller sur son propre banc. Et c'est en seulement 5 matchs que l'histoire s'écrit et que les Wolves passent le premier tour de play-off de leur histoire. Au second tour, c'est les Sacramento Kings, une des meilleures équipes de l'Ouest, qui cherchent désespérément le titre. Et là, forcément, la série sera beaucoup plus disputée. Garnett, lui, est dominant, mais a un peu plus de mal offensivement en début de série et compense avec ses 3 comptes de moyenne. Mais un événement va tout changer. Dans le match 6, Anthony Miller n'en peut plus des provocations de Garnett et lui met un coup de coude. Étonnamment, Garnett ne bouge pas. Il reste impassible car sa réponse, elle sera dans le match suivant. Match 7, win or go home. L'anniversaire de Kevin d'ailleurs. Et surtout, l'un des plus grands matchs de sa carrière. 32 points, 21 rebonds, 4 interceptions, 5 contres. Il déroule toute sa palette offensive et défensive. Les écrase, continue de les provoquer. Et après un match disputé du début à la fin, il emmène les Timberwolves vers la première finale de conférence. Webber with a tie, and the Minnesota Timberwolves are going to the Western Conference Finals. I mean, it feels great to win, especially on my birthday. 7 years of being knocked out, and now we're going to the Western Conference Finals. I feel pretty good. Malheureusement, cette épopée va devoir s'arrêter au tour suivant. Face aux Lakers de Kobe et Shaq, leur parcours va s'arrêter en 6 matchs. Manque d'expérience, blessure de Sam Gasol, on peut en trouver des raisons. Mais Garnett restera brave face à la défense de Karl Malone. 24 points, 13 rebonds et 5 passes de moyenne. C'est frustrant de s'arrêter là, oui, mais c'est la première run de playoff du Jeune Star. Nul doute que maintenant qu'ils ont cette expérience, ils peuvent se projeter et espérer un premier titre. Après la belle réussite de 2004, évidemment, les Timberwolves ne perdent pas de changement majeur. L'effectif va rester le même et l'objectif ne change pas non plus, aller le plus loin possible en playoff. Et ça tombe bien, Kevin Garnett assume ses ambitions avec une saison dans ses standards. Le MVP en titre sort 22 points, 13 rebonds, 6 passes de moyenne à 50% au tir. Des statistiques devenues normales pour lui, mais ça ne reste pas moins exceptionnel. Évidemment, il y aura toujours des gros matchs, mais j'aimerais surtout poser votre attention sur celui-là, le 4 janvier 2005, avec 47 points et 17 rebonds face aux Suns, son plus gros match au scoring de toute sa carrière. Bon, évidemment, il va toujours se faire remarquer, ça reste Kevin Garnett, notamment avec une embrouille avec Matt Barnes où il s'énerve un peu pour rien, et d'autres trucs bien à lui. Mais malgré ses broutilles, il reste l'un des joueurs les plus médiatiques de la NBA. À l'époque, on le voit partout. Son contrat avec Adidas se porte pour le mieux, il enchaîne les pubs, et si on revient basket, à la fin de cette saison, il est logiquement le star pour la 8e fois, et All-NBA Team pour la 7e. Et pour lui, tout se porte pour le mieux. Il n'y a de toute façon aucune raison qu'il soit frustré. Bah en fait, si. Même si sur le plan individuel, il est toujours aussi excellent, sur le plan collectif, les Wolves sont de retour dans les bas-fonds de leur conférence. Et ça va durer pendant 3 longues saisons, de 2004 à 2007. Ils seront 9e de l'Ouest, puis 14e, puis enfin 13e, 3 saisons de suite où ils pourront dire au revoir aux playoffs. Les raisons de ces échecs, elles sont nombreuses. D'abord, après la saison 2004-2005, Latrell Sprewell prend sa retraite et Sam Cassell, lui, part pour les Clippers. Des pertes que le front office des Wolves n'arrivera pas à combler. Mais on peut se dire qu'ils vont se rattraper à la draft. Sauf qu'ils ont pas trop le nez fin, nos amis du Minnesota, avec notamment en fait d'armes en 2006 d'avoir draft Brandon Roy pour l'échanger dans la foulée aux Blazers. Et ça donne une autre période creuse où Garnett est bien seul et enchaîne des grosses saisons dans le vide. Des contres incroyables, des posters et même ce buzzer beater contre les Sixers, suivi par un autre contre les Blazers, il fait de son mieux, continue à jouer dur, à s'embrouiller avec un peu tout le monde. Mais il faut le dire aussi, il est frustré, surtout qu'en 2007, il a 31 ans, il n'a clairement plus le temps de reconstruire. Il a fait ce qu'il a pu, avec une run de playoff incroyable en 2004 et même un statut de plus grand joueur de l'histoire des Timberwolves, mais désormais, il veut gagner. Et même s'il aime profondément Minnesota et qu'il redoutait si fort ce moment où il serait obligé de partir, là, c'est inévitable. Et après plusieurs transferts refusés par Kevin Garnett lui-même, lui et son front office arrivent finalement à se mettre d'accord à l'été 2007 pour que cette histoire trouve sa fin et que Kevin Garnett se fasse officiellement échanger des Wolves.
Bon, la question maintenant, c'est où est Trade Garnett? Il y en aura eu des intéressés, les Bulls, les Lakers et même les Warriors, qui n'étaient à rien de conclure cet accord. Mais au final, les vainqueurs, ça sera les Boston Celtics qui réussissent à faire venir l'ailier fort. Pour réussir à convaincre le Big Ticket et son agent de faire bagage, ils ont notamment fait venir Ray Allen un mois plus tôt, en plus de Paul Pierce déjà présent. Et là, c'est énorme. 3 stars vont jouer ensemble et former un Big Three, quelque chose d'à ce moment assez rare. Et le point commun de ces 3 stars, c'est qu'à ces moments de leur carrière, elles n'ont aucune bague et leur franchise, pourtant historique, attend un nouveau titre depuis plus de 20 ans. Autant vous dire que la mission est grande pour eux. Ils portent tous les espoirs de cette franchise déchue. Et eux qui sont vus en tant que grands favoris n'ont pas le droit à la défaite. Pour ce qui est de Garnett, en 2008, il va faire une excellente saison. Maintenant qu'il est bien entouré, sa production statistique baisse logiquement. On parle de 19 points et 9 rebonds de moyenne. Mais il a un rôle de leader vocal et de pilier défensif qui lui vaudront, pour la première fois de sa carrière, de soulever le trophée de meilleur défenseur de la saison. Sans parler de son intensité et sa dureté, toujours au rendez-vous. Il est évidemment encore All-Star Game, finira 3e au vote du MVP et reste très populaire en NBA. Par contre, il commence à se créer cette image d'antagoniste. Évidemment, il a toujours eu cette image de joueur qui parle, qui provoque. Mais à Boston, il va souvent encore plus loin que ça, à l'image de ce coup de poing sur Andrew Bogut, qui lui vaudra une suspension, et même des écrans ultra violents. Ça va bien au-delà du basket. Pour ses défenseurs, et même beaucoup de fans, il est insupportable. Mais à la fin de cette saison, les attentes ont été largement respectées. Les Celtics sont la meilleure équipe de toute la NBA avec 66 victoires. Leur Big Three performe et ils ont même un 4e joueur qui se révèle, un certain Rajon Rondo. Au premier tour, contre les Hawks, ils vont se faire très peur avec une série en 7 matchs. Mais ils réussiront quand même à passer au second tour avec un Garnett à 21 points de moyenne. Après ça, au second tour, c'est les Cavaliers du jeune LeBron James. À nouveau, la série est exceptionnelle et ira jusqu'en 7 matchs. Garnett met une énergie folle, ne manque pas de trash talk, pose un énorme match 5 avec 26 points, 16 rebonds et ce contre impossible, puis après toute une série à cuisiner la raquette des Cavaliers, il parvient à amener les siens en finale de conférence, avec un match 7 clutch. En finale de conf, dernière étape avant les finales, les Celtics jouent les Detroit Pistons. Certes, ils sont moins complets et dominants que lors de leur titre en 2004, mais toujours en forme, avec Chauncey Billups, Rashid Wallace et Richard Hamilton. Mais comment espérer gagner quand en face, The Big Ticket sort une série à 23 points et 10 rebonds de moyenne, et au final, avec une run totalement folle, où il est sans aucun doute le meilleur joueur des Celtics, il parvient à se qualifier pour les premières finales NBA de sa carrière. Et nous y voilà, plus qu'une série à gagner, et Garnett et ses acolytes auront réussi à remettre Boston sur le toit de la NBA. Et l'histoire est d'autant plus belle qu'en face, ce sont les Los Angeles Lakers, avec Pau Gasol, Lamar Odom, Derek Fisher, mais surtout Kobe Bryant, sur une campagne de playoff légendaire. C'est une rivalité qui renaît, des décennies après, la plus grande de l'histoire de la NBA, Lakers-Celtics. Et pour Garnett, c'est d'autant plus vrai car il n'a pas oublié la finale de conférence 2004, où les Lakers lui ont détruit ses rêves de titre. Alors c'est parti, match 1, et ça commence fort pour Garnett. 24 points et 13 rebonds, il excelle à mi-distance, mais surtout va lâcher 2 énormes dunks sur Pau Gasol. Les Celtics l'emportent, 1-0. Match 2, 17 points et 14 rebonds pour Garnett, plus en contrôle, avec toujours une énorme domination physique. De plus, il impose une défense pot de colle à Gasol, et avec un excellent Paul Pierce, les Celtics prennent l'avantage 2-0. Match 3, Garnett réussit à limiter Gasol à seulement 9 points, mais offensivement, avec son 6 sur 21, il est trop peu efficace, et les Lakers reviennent à 2-1. Mais dans le match 4, preuve d'un mental à toute épreuve, après avoir été mené de 24 points, à l'extérieur, les Celtics sortent un match ultra collectif et prennent la victoire, un comeback légendaire. Ils mènent maintenant 3-1, plus qu'une victoire, et ce Big Three aura réussi dès sa première saison. Malheureusement, dans le match 5, malgré les 38 points de Paul Pierce, les Celtics vont devoir patienter, et un Kobe clutch laisse Los Angeles espérer, 3-2 dans la série. Mais de retour au TD Garden, le rêve va devenir réalité. 26 points de Kevin Garnett, des jump shots toujours aussi efficaces, un jeu au poste léché, et même ce tir impossible. À côté de ça, 26 points de Ray Allen, qui se régale à 3 points, et même un Paul Pierce créateur avec ses 10 passes. Et au final, après un match où les Lakers auront été tout simplement inexistants, c'est désormais officiel. 13 ans après sa draft, 13 ans d'attente du titre, 13 ans d'espoir et de désillusion. The Big Ticket est un nouveau héros de Boston. Les Celtics sont champions NBA. The greatest single-season turnaround in NBA history is complete. Banner number 17, soon to be raised to the rafters.
Anything's possible. Anything's possible! I'm not finna shoot for a week. I'm not finna. Ray Allen had a great game. Paul Pierce, everybody. I can't even take all this, man, but I'm certified. I'm certified. Après ce titre incroyable des Celtics, on pouvait s'attendre à plusieurs années de domination pour l'équipe à Doc Rivers, et pourquoi pas à un deuxième titre, et un premier MVP des finales pour le Big Ticket. Mais ce qui se passera pour lui ne sera qu'une succession de déceptions et de désillusions. En 2009, après une saison à 16 points et 6 rebonds de moyenne, où malgré une baisse statistique, il aura toujours été bon, il finit par se blesser au genou une première fois et une deuxième, et devra manquer le reste de la saison et des playoffs. En son absence, les Celtics seront héroïques et vont réussir à vaincre les Bulls d'un Derrick Rose rookie. Mais face au Magic de Dwight Howard, leur parcours va s'arrêter là. La saison suivante, on sent que l'âge le rattrape. 14 points et 7 rebonds de moyenne. Il reste un élément moteur de ces Celtics, 4e de l'Est. Mais alors que Boston réussira l'exploit de retourner en finale NBA, avec notamment cette incroyable série où ils mettront à terre les Cavaliers de LeBron James, pourtant favoris, ils vont se faire battre par un Kobe grandiose qui prendra sa revanche. Puis de 2011 à 2013, les saisons et les échecs vont se répéter. Les Celtics ne sont pas si mauvais et arrive à se qualifier en play-off, et Garnett, lui, malgré son âge et ses blessures, parvient à garder un rôle important. Mais 2 fois de suite, ils vont se faire prendre par un autre Big Three, celui du Heat. 4-1 en 2011, puis 4-3 en 2012, à absolument rien des finales NBA, vaincu par un LeBron James intraitable. Et pour la saison 2013, Ray Allen leur met un coup dans le dos et part chez le rival, le Heat, rejoindre LeBron James, et ira jusqu'au titre face aux Spurs. Les Celtics, eux, se font éliminer au premier tour, après une saison décevante. Ça fait donc 5 échecs de suite, parfois en finale, parfois bien avant. Le fait est que cette équipe, qui avait largement le potentiel d'être une dynastie, ne gagnera plus rien après 2008. Et si on en revient à Garnett, après le titre, il va devenir plus que jamais un grand méchant NBA. Des histoires sortent, les unes après les autres, mettant en avant un joueur bon, oui, mais aussi sadique. Au-delà de son trash talk, toujours sans pitié, et du nombre incroyable de bagarres qu'il provoque, il va aussi se faire remarquer avec par exemple une attitude insolente face à José Calderon, ou encore Jared Viles, pourtant rookie des Blazers, et même beaucoup de trash talk envers LeBron James. À côté de ça, même avec ses coéquipiers, il est imbuvable. Il s'embrouille avec Ray Allen dans le vestiaire, fait pleurer Glenn Davis après lui avoir hurlé dessus pendant un temps mort, pousse le très jeune Patrick O'Brien à la dépression en l'humiliant à plusieurs reprises à l'entraînement, en décriant son mental faible. Il va même encore harceler Glenn Davis, cette fois dans l'avion de l'équipe, en le battant au bras de fer et en l'insultant. À côté de ça, plus tard, quand un jeune Joakim Noah vient le voir et lui dit qu'il était fan de lui quand il était petit et qu'il avait un poster de lui dans sa chambre, il lui dit d'aller se faire foutre. En 2010, après un match contre les Pistons, Charles Villanueva, atteint d'alopécie, déclare sur Twitter que Garnett lui a dit que c'était un cancéreux. Et en 2013, lors de la série contre les Knicks, il provoque Carmelo Anthony en parlant de sa femme. Toutes ces histoires, forcément, nuisent à son image et font de lui un joueur de plus en plus détesté, déjà que c'était loin d'être le plus apprécié. Et si on revient au basket, avec un âge qui avance et un niveau qui régresse, son duo avec Paul Pierce ne fait plus peur à personne. C'est désormais la fin d'une ère pour lui. Et à nouveau, à l'été 2013, il finit par se faire échanger de Boston. En juin 2013, Kevin Garnett et Paul Pierce se font tous les deux échanger aux Brooklyn Nets. Une opération d'ailleurs où Brooklyn enverra à Boston des pics qui deviendront Jason Tatum et Jaylen Brown. Sinon, pour notre protagoniste, ce passage à Brooklyn va confirmer ce qu'on pensait déjà. Kevin Garnett ne domine plus. 6 points de moyenne lors de ses 1 an et demi à Brooklyn, pas mal de blessures, et quand il est sur le terrain, à part continuer à embêter tout le monde, et même aller jusqu'à se battre avec Dwight Howard, il n'y aura pas grand chose à retenir. Mais après ce passage compliqué, l'histoire va se finir de la meilleure des manières, car à la trade deadline 2015, Garnett renonce à sa no trade clause et fait son retour chez les Timberwolves, là où tout a commencé pour lui. Évidemment, c'est largement trop tard pour avoir un titre là-bas. L'équipe n'est de toute façon pas construite pour ça, mais Kevin va se plaire dans son nouveau rôle de mentor pour les Wolves, notamment en encourageant énormément son rookie, Karl Anthony Towns. Ça change de l'époque Celtics, et jusqu'à 2016 et sa 21e saison donc, il va finir sa carrière tranquille, sans pression, en jouant peu de matchs et en étant acclamé au Minnesota, et même à Boston quand il y revient.
jusqu'à sa retraite, donc en septembre 2016, qui met fin à une carrière légendaire. Une fin heureuse, donc. Bah, pas vraiment en fait. À son retour des Timberwolves, Garnett avait eu un accord avec Flip Saunders, son mentor, qui l'a suivi pendant toute sa carrière. Ce même coach qui lui avait fait confiance quand il était rookie. Et cet accord verbal disait que quand Garnett prendra sa retraite, il pourra prendre des parts chez les Wolves et jouer un rôle important dans la franchise. Sauf qu'après sa retraite, le propriétaire Glenn Taylor refuse de donner des responsabilités à Garnett dans la franchise et préfère en donner à Tom Thibodeau, en faisant de lui le GM et coach de l'équipe. Et s'il fait ça, c'est notamment parce que Flip Saunders est mort en 2015, un acte qui dégoûte profondément Garnett, qui est furieux contre le propriétaire. Et la conséquence de cette embrouille, elle est claire. Alors que ça fait presque 10 ans que Garnett a arrêté sa carrière, son maillot n'est même pas retiré de la franchise. Et encore aujourd'hui, il arrive très régulièrement que Garnett envoie des pics à Glenn Taylor et exprime son dégoût envers lui. Depuis peu, le propriétaire des Wolves a changé. Alors qui sait, peut-être que cette histoire va finalement bien se conclure et que KG pourra enfin avoir son maillot retiré dans sa franchise de cœur. Et voilà, c'est comme ça donc que se conclut la carrière du Big Ticket, Kevin Garnett. Vous avez pu l'entendre, il y en a des regrets, mais ça n'enlève rien à la grandeur de son passage en NBA. On parle d'un joueur qui au cours de sa carrière a totalisé 26 000 points, 14 600 rebonds et plus de 5 000 passes, avec également plus de 1500 contres et 1500 interceptions. Une polyvalence folle qui fait de lui le seul joueur de l'histoire à être dans le top 20 statistiques en points, rebonds, contres et interceptions. Et à côté de ça, on peut rajouter son palmarès grandiose. Il est 15 fois All-Star, 9 fois dans une All-NBA Team, 12 fois dans une All-NBA Defensive Team, MVP en 2004, DPOY est champion en 2008 et est présent dans la prestigieuse liste des 75 ans de la NBA. Et avec une carrière aussi réussie, évidemment qu'il va rentrer dans le Hall of Fame, la récompense ultime d'un joueur NBA. Une bonne occasion pour lui de montrer à Tim Duncan qu'en dehors du terrain, il peut lui montrer beaucoup de respect. I want to say, Timmy, thank you, man. Congratulations to you and Cole. Seriously, there's nothing epic of when we battled. I look forward to all the battles, seriously. And I thank you for taking me to another level. You and Rashid, I appreciate you. It's an honor to go in the hall with you, bro. You and Cole. Congratulations, Vanessa. À côté de ça, il veut aussi voir son maillot retiré aux Boston Celtics et en profiter pour se réconcilier avec Ray Allen. Now I want to say something, man. It's good to see Ray Allen here, man. Real shit. Hey, Lord. It's good to see you here, Ray. Puis, en attente de ce que fera Anthony Edwards, on peut pour l'instant largement le considérer comme le plus grand joueur de l'histoire des Minnesota Timberwolves. Une carrière folle donc, mais au-delà de toutes ces récompenses, Kevin Garnett, c'est bien plus que ça. C'est également un héritage sur le jeu, car avant les Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Anthony Davis et bien d'autres, c'est bien lui, l'un des précurseurs de cet archétype d'intérieur capable de défendre sur plusieurs postes, de shooter et de créer le jeu. Il rentre donc dans cette rare catégorie de joueurs qui ont redéfini leur poste, et surtout, il leur a été l'une des personnalités les plus marquantes de la NBA. Et ça, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on est obligé de l'admettre. Ça l'a poussé à être détestable parfois, souvent même, de dire des choses qui ne se disent pas, de pousser le trash talk trop loin, d'être trop bruyant, trop agressif, trop insolent, mais il est aussi un joueur qui mettait tout son cœur sur le terrain, toutes ses tripes, qui avait ce feu en lui, capable de faire lever toute une foule avec un dunk incroyable ou une défense clutch. Il a tout donné pendant les 21 saisons qu'il a joué en NBA, une énergie incroyable qui n'aura pas été vaine. Parce qu'à l'arrivée, derrière cette énergie, cette folie, cette passion du jeu, cette rigueur à ne jamais tricher, à toujours en faire le plus possible, se cache la clé d'une carrière aujourd'hui vue comme iconique. Au final, ce parcours, c'est avant tout celui d'un gamin qui jouait au basketball en cachette en Caroline du Sud, puis qui est devenu une légende de la NBA. With the 5th pick in the 1995 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Kevin Garnett. Porter back to Garnett! Oh! Alley-oop back to Kevin. Oh, Raiders! NBA MVP Kevin Garnett. Drive for this one and throw it home! For Sacramento. And the Minnesota Timberwolves are going to the Western Conference Finals. To Garnett. Garnett for the win. Puts it in. Step drop for the trailer. Garnett! This to Garnett. Garnett inside. Backs it in. After a 22-year absence, the Boston Celtics are NBA champions once again. Man, I'm so
so hyped right now. Anything's possible. Anything's possible!